Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millennium se raconte, spécial festival sur Radio, le rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on joue sa chance, au retour on brasse la lune. Vous êtes sur E-Radio, dans Millennium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous, ce futur ? Je suis Romy Trajman et chaque samedi avec Millennium se raconte, je tends le micro à une jeunesse bruxelloise qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'exil et à son empreinte, à travers 2 œuvres en sélection au festival. J'ai la joie d'avoir autour de cette table 2 réalisatrices. Chacune apporte un regard sensible et singulier de l'intérieur sur son témoignage de l'exil. Lettre à Nicolas de Hara Kaminara est un documentaire témoignage sous forme de lettres. Photographe à bord de l'Aquarius, un bateau qui a sauvé plus de 30 000 migrants en 2 ans en Méditerranée, Hara nous partage ses expériences sur le bateau. C'est quoi sauver des femmes et des hommes prêts à mourir ou bien jetés dans la mer pour fuir un pays ? De l'autre côté, dans My Paper Life, Vida nous raconte l'exil à l'arrivée, à Bruxelles. Une jeune adolescente syrienne, pleine de rêves, dans sa famille, tente de vivre une nouvelle vie et exprime ses questionnements sous forme de dessin. D'où le titre My Paper Life. Toutes les deux, à travers un traitement créatif et sensible, vous nous plongez dans le parcours de l'exil, ce départ-là, violent, arraché, les rêves auxquels on s'accroche pour tenir et l'espoir qui tire à un fil. Chacune, la langue française n'est pas votre langue natale, et chacune, vous nous racontez des vies comme des sauvetages en apnée. Sauvé sur le bateau pour le film d'Ara, arrivé à destination pour le film de Vida. Merci d'être là ce soir et bienvenue dans Millennium se raconte. Ara, tu es photographe, réalisatrice et tu as travaillé sur l'Aquarius en tant que photographe. Donc, l'Aquarius, c'est un navire affrété qui, entre 2016 et 2018, a secouru 30 000 migrants en mer Méditerranée avant d'être immobilisé pour des raisons politiques et judiciaires. Comment tu es arrivée sur ce bateau et quel est ton parcours à toi en tant que réalisatrice ? Mais comment tu es arrivée sur ce bateau ? Donc mon travail principal, c'est photographe. Je travaillais ici à Bruxelles pour une agence de presse. Et dans un des reportages qu'on m'avait envoyé, c'était dans les institutions européennes et c'était une remise de prix à des actions, à des initiatives de citoyens qui faisaient des actions en solidarité avec des gens qui avaient besoin. Et donc, dans cette remise de prix, j'ai rencontré les organisateurs, quelques des organisateurs de l'Aquarius. Et j'ai proposé s'ils avaient besoin de photographes. Et une des missions de SOS Méditerranée, c'est tout d'abord de faire des sauvetages, mais aussi de photographier et de documenter voilà, ces sauvetages, parce que sans témoignage, le reste du monde ne sait pas ce qui se passe au milieu de la mer. Donc, comme ça, je me suis retrouvée sur le bateau pour 3 missions, en tout de 2 mois et demi. Et toi, tu es grecque et donc tu es arrivée aussi à Bruxelles Moi, je suis grecque, mais pendant longtemps, j'habitais à Bruxelles. Ouais, c'est un peu ma maison, Bruxelles. Ouais, parce que dans le film, c'est vrai qu'on t'entend en fait en voix off, tu parles en grec. Oui, je parle en grec parce que c'est quand même ma langue maternelle. Et dans les premiers montages que j'avais faits pour le film, au début, je parlais en français, mais c'est moins naturel. C'est moins naturel. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire cet exercice d'écrire une lettre à mon fils, mais avant que mon fils soit né. Et puis quelqu'un m'a fait la réflexion, mais normalement tu parlerais en grec à ton fils. Parce que le film est une lettre à ton fils, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, voilà, ouais. Mais c'est un témoignage sous forme de lettre à ton fils que tu portes en fait pendant ton séjour sur le bateau. Je l'ai pas. En fait, j'ai appris que j'étais enceinte de Nicolas 2-3 jours après ma dernière mission à bord de ce bateau. Et c'est à ce moment-là aussi que il
il y avait de plus en plus de pression de différents gouvernements européens pour arrêter tous les sauvetages en mer. Et c'est à ce moment-là, donc une fois à terre, que je voulais utiliser les vidéos que j'avais faites à bord de ce bateau pour pour parler plus de ça, à part mes photos que j'avais faites et que j'avais déjà distribuées. Donc voilà. Merci. Vida, dans ton film My Paper Life, tu nous plonges dans le quotidien d'une famille, mais surtout d'une jeune fille syrienne, Rima, qui est arrivée à Bruxelles il y a peu, fuyant la guerre en Syrie, et son périple a duré 2 ans avant d'atteindre la Belgique. Une fois dans la capitale, elle est un peu traumatisée aussi, normalement, par cet exil-là et la guerre. Et la jeune fille éprouve de nombreuses difficultés aussi dans son adaptation, etc. Et face à ta caméra, elle se confie. Comment, toi, tu as rencontré Rima et comment tu as décidé de filmer sa vie ? En fait, j'ai rencontré d'abord le père de cette famille, Nassim, dans un atelier. On voit beaucoup dans le film, d'ailleurs. Oui, dans un atelier que je donnais dans un centre culturel ici à Bruxelles. Donc, je donnais un atelier aux primo-arrivants et aux réfugiés. On avait un collectif, on donnait les ateliers comme ça là-bas. Et c'est le père Nassim qui dessinait. À ce moment-là, il dessinait la guerre parce qu'il était obsédé par la guerre. Et un jour, il dessine le drapeau d'Iran, je suis iranienne, sur un tank en Syrie. Donc, c'est comme ça qu'on s'est regardé dans les yeux et il m'a invité chez lui. Je vais là-bas, il n'habite pas loin de chez moi, mais on ne se connaissait pas. Et comme ça, je découvre la famille et ses enfants. Et donc, Rima, c'est en fait sa... oui, donc c'est l'aîné. Oui, l'aîné. Oui, l'aîné. Donc, j'ai rencontré Rima aussi pendant que je rencontrais toute la famille. Et pendant que je filmais, le tournage a duré peut-être presque 3 ans. Et à ce moment-là, Rima est devenue de plus en plus intéressante pour moi et j'étais plus attirée par elle parce qu'elle parlait beaucoup moins, elle s'exprimait beaucoup moins parce qu'elle avait un peu de problème pour apprendre la langue, être intégrée et tout, comparé des autres enfants. Et c'est comme ça qu'elle dessinait plus que les autres. Et aussi, parce que dans mon film, on n'a pas dit peut-être, on dessine avec les enfants de cette famille, et le père aussi. Et une partie de mon film est dessin animé qui est fait avec les dessins que les enfants dessinaient pendant 2-3 ans de notre rencontre. Et Rima dessinait beaucoup plus que les autres. Voilà. Donc, voilà. Et toi, en tant qu'Iranienne, justement, sur le sol belge, est-ce que tu as vécu aussi un peu ce que Rima a vécu ? Est-ce que tu t'es reconnue dans Rima ? Comment s'est passée aussi ton arrivée ici ? En fait, je suis pas réfugiée, je suis venue en Europe pour étudier et je suis restée. Donc, c'est un peu différent notre parcours. Il n'y avait pas, à ce moment-là, il n'y avait pas la guerre en Iran. On attend toujours. C'est pas encore arrivé. Et donc, voilà. Donc, mais on avait beaucoup de choses en commun culturellement. Et donc, quand je ne parle pas beaucoup de la politique directement dans mon film, mais les raisons pour lesquelles on s'était attiré aussi, c'était les raisons politiques. Et on voulait se connaître plus parce que la politique nous a mis un peu l'ennemi. Donc, Syrie et Iran. Ouais. Donc, je ne voulais pas du tout faire un film politique, mais c'est un peu politique quand même. Voilà, donc j'ai découvert beaucoup de choses en commun. On ne parle pas la même langue, je parle persan, il parle arabe, mais on a beaucoup de mots en commun, mots arabes, mais on ne pouvait pas vraiment communiquer. Mais par exemple, la nourriture est très proche, la culture, la façon qu'on rencontre la famille, les entourages, tout, c'est très proche. Donc, c'est comme ça que j'étais aussi attirée. Mais mon parcours était un peu différent pour arriver en Europe. Bien sûr. Tu n'as pas vécu, en fait, de la même façon l'arrivée brutalement, puisque tu allais de ton plein gré, en fait. Ouais. Ara, en tant que photographe sur le bateau Aquarius, est-ce que tu peux nous raconter aussi quelles étaient les missions exactes de l'Aquarius ? Quel itinéraire se faisait ce bateau ? Où il était ? En Méditerranée, tu me disais, entre Chypre et la Libye ? Non, Malte. Malte, pardon. Ouais, et la Libye, c'est de l'autre excuse-moi. côté. Et voilà. Ouais, donc l'Aquarius naviguait dans la zone internationale d'or de la Libye. Et en fait, la mission de ce bateau, c'est 2 choses, comme je disais avant. C'est d'un côté de faire les sauvetages
pour ces personnes qui sont au milieu de la mer, et il y a très souvent personne pour porter secours à ces gens. Tu disais que les gens étaient lancés dans des bateaux, en fait, en Libye. Je disais qu'en fait, en Libye, la situation, elle est horrible. Ça fait quelques années. Et en fait, chacun qui se trouvait dans ces bateaux avait sa propre histoire. Donc, c'est déjà très difficile de mettre une étiquette à pourquoi ils étaient là, parce que chacun avait un différent parcours. Mais tous avaient passé par la Libye. La Libye, c'est l'enfer. Il y avait pas mal de gens qui nous montraient des marques de torture dans leur corps. Il y avait des femmes avec des bébés dans leur ventre et ils ne savaient pas qui était le père. Et il y avait plein de gens qui étaient emprisonnés, torturés, travaillés comme esclaves. C'était vraiment... mais bon, ça, c'est de faire des généralités. Ça, c'était plus ou moins ce qui se passait. Mais nous, on retrouvait des gens sur des bateaux qui à peine flottaient, en fait. Et donc la mission de SOS Méditerranée, à ce moment-là, ils collaboraient avec Médecins sans frontières. C'était de faire les sauvetages, de prendre ces gens des bateaux, des fois de la mer, parce que oui, ça dépendait à quel moment on les trouvait. Et puis, une fois que ces gens étaient à bord de l'Aquarius, MSF, Médecins sans frontières s'occupait de leur donner des vêtements, de la nourriture. Et après, on avait quelques jours jusqu'au moment où l'Italie nous donnait un port pour aller faire la désembarcation, comment on appelle ça? Embarqué Non, disembarkation, là où où les gens sortent à terre, en fait. D'accord. Et donc, la mission de SOS et de l'Aquarius, c'était de faire le sauvetage, mais aussi de garder une trace et un témoignage de tout ce qui se passe en mer. Aussi bien des sauvetages, mais aussi des différents témoignages de ces gens. Et comme j'ai dit, il y a... C'est pour ça que toi, tu étais là, en fait, pour photographier et documenter aussi ça. Moi, c'était ça mon rôle. C'était que ça, en fait. Et tu en as fait un film. Et donc, oui, j'en ai fait un film après. Et donc, c'était pas du tout l'idée au début de faire un film. Mais ce qui m'a poussé en fait, à appuyer sur REC sur ma caméra, c'était le fait que ces gens, une fois sur le bateau, ils commençaient à chanter et à danser devant la caméra et à utiliser la caméra comme une machine pour garder trace du fait qu'ils étaient encore vivants et de parler de leur voyage, de parler de leurs rêves et de ce qu'ils avaient laissé, même des messages à leur maman, des messages à Dieu. La caméra, c'était vraiment une... Non, c'est très beau ces passages dans le film, on sent c'est vibrant. Enfin, il y a des... On n'imagine pas ce qu'ils ont vécu et en fait ils sont là avec un sourire énorme et à chanter tous ensemble, et ce moment de cohésion il est bouleversant, quoi. Ouais. En fait c'est ça qui m'a poussée de vouloir faire un film, parce que c'est comment en fait la vie et le fait qu'ils ont survécu et la vie et l'humanité dans ce qu'il y a de plus beau et plus pur ça devenait une métamorphose, ça prenait la forme de la musique et de la danse. Mais pour pouvoir parler de ça, il fallait trouver une autre forme, parce que juste avoir les gens qui dansent et qui chantent sans autre contexte, les retours que j'avais, quelqu'un m'avait dit, s'ils dansent et ils chantent, ça veut dire que tout va bien. Donc il fallait trouver pour parler un plus et pas... Ouais. C'est ça qui fait toute la beauté du film et sa puissance, en fait, c'est qu'on comprend qu'ils viennent de l'enfer, comme tu dis, et malgré l'enfer, ils ont cette pulsion de vie, en fait. C'est ça qui est magnifique dans le film. Vida, on sent cette jeune adolescente qui arrive à Bruxelles. On a l'impression que malgré le fait qu'elle est entourée dans sa famille, elle est seule aussi, parce qu'elle a une forme de solitude. Elle ne parle pas beaucoup la langue, et en même temps, ça lui donne un côté aussi... elle est rêveuse, elle est un peu artiste, parce qu'elle dessine, elle a envie de jouer du violoncelle. On sent que dans sa tête, elle a plein d'envies qui sont, en tout cas, tournées comme ça vers quelque chose d'artistique.
Et en même temps, on la sent quand même assez seule. Est-ce qu'elle a été aidée quand elle est arrivée, ou bien par des organismes, etc., ou pas du tout, et juste elle a intégré une école et point. Quand la famille arrivait, la famille était aidée financièrement par le gouvernement, je sais pas, mais aidée psychologiquement, non. C'est ça. Non. Oui. Au début, on m'a raconté qu'il y avait un psychologue, ils sont allés le voir, mais je me rappelle que Hala, l'autre fille qui parle plus, elle m'a raconté que le psychologue leur demandait des questions très bizarres, donc c'était pas vraiment utile. Ça n'a pas marché, quoi. Non, ça n'a pas vraiment marché. Et donc, je pense que quand on est un peu introverti, on n'est pas peut-être très à l'aise de parler avec un psychologue, surtout que si c'est pas vraiment dans notre culture d'aller parler tout d'un coup avec un psychologue, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, pour eux, je pense que c'était le cas, plus ou moins. Mais non, c'est pour ça que leur vie était leur situation était un peu compliquée au début. Ils habitaient au milieu de Saint-Gilles, c'est un quartier européen. Tout le monde va habiter à Saint-Gilles, mais le bâtiment où il habitait n'était pas du tout genre Saint-Gilles. Donc, c'était vraiment pas du tout en bon état. Vous avez regardé c'est ça, on voit dans le film. Les murs sont craquelés. Elle dit qu'il y a des problèmes aussi de gaz. Oui, à la fin, ils ont dû quitter cette maison parce que c'était dangereux, en fait, parce que le propriétaire ne faisait pas les travaux et tout. Et donc, c'était vraiment, on dirait qu'il était toujours sur un bateau qui flottait dans la mer. Mais il était arrivé, mais il n'était pas vraiment arrivé. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de faire aussi ce film pour montrer leur situation qui était vraiment invisible, surtout dans ce quartier, pour ouvrir la porte de leur maison qui était justement toujours ouverte. On pouvait entrer sans sonner, on pouvait juste pousser à entrer. Il n'y avait rien à perdre, j'imagine. Et ça, c'était une des raisons que je voulais vraiment faire ce film aussi, à part les autres raisons. Mais maintenant, leur situation est beaucoup mieux. Ils sont beaucoup plus intégrés. Ils habitaient dans un hôtel pendant 2 ans pour pouvoir trouver un autre appartement à Bruxelles. C'était pas possible. Facilement de trouver une autre façon. Et donc maintenant, c'est beaucoup mieux. Mais ils sont arrivés en Belgique en 2015, vers 2015. Donc on est en 2022. Ça fait 7 ans, quoi. Et dans le film, justement, Rima va se marier et elle s'interroge, finalement. Elle dit cette phrase, parce que tu la questionnes sur est-ce qu'elle a envie de se marier, et elle dit « J'aime bien son sourire », à un moment du garçon. Et quel est ton regard, toi, sur le poids, en fait, des traditions et comment concilier tradition et le principe de liberté d'un pays d'Europe occidentale? Parce que c'est vrai qu'on voit, elle est très jeune, elle a 17 ou 18 ans, elle va se marier. Et toi, quel est ton regard là-dessus? Voilà, qu'est-ce que tu voulais montrer? Justement, mon film, en fait, n'est pas autour de ce mariage, cette tradition. J'ai vraiment essayé de ne pas faire un film qui parle que de Rima et que de sa situation. Sa situation, le fait qu'elle voulait se marier, était une stratégie de survivre. Parce que la maison était petite, la situation n'était pas bien, mais en fait, cette famille ne voulait pas du tout venir en Europe. Il était très content en Syrie. Et comme la plupart des réfugiés, parfois c'est l'enfer, mais parfois c'est la guerre. Tu aimes ta maison, tu aimes ta culture, tu aimes le soleil, tu veux rester, tu ne veux pas partir. Donc pour moi, c'était plutôt ça. Quand ils sont arrivés ici, ils étaient obligés de partir. Ils sont arrivés ici, mais ils n'étaient pas contents de leur situation. Et chacun dans la famille voulait s'intégrer ou trouver une solution pour leur situation qui était l'enfer. Et donc, pour Rima, était se marier pour pouvoir, justement, dans un film, je lui demande à un moment, tu ne veux pas se marier parce que cette maison est très petite? Et elle me dit, comment tu as compris? Après, elle dit non, c'est pas ça, mais c'est une partie aussi. Et donc, personne l'a vraiment directement obligé de se marier. Son père est très ouvert. C'était peut-être les gens dans l'entourage, la tradition en général qui était dans sa tête, mais c'est elle qui voulait se marier. Et puis, il y avait quelque chose du rêve aussi, de l'image d'Épinal dans le mariage. C'est ça. Donc, comme beaucoup d'adolescents, même les Européens, les adolescents parlaient avec les adolescents ici. Ils voulaient aussi se marier. Non, mais c'est très joli, c'est très beau la manière dont tu le... Ouais. Donc, par exemple, Rima est très différente de Hala.
Mais chacun trouve leur façon pour pouvoir continuer la vie. Pour moi, l'idée n'était pas de montrer comment une jeune fille de Moyen-Orient arrive ici et trouve la liberté. C'était pas du tout ça. Okay. Ara, comment on fait sur un bateau chaque jour qui sauve des femmes, des hommes, comme tu dis, de l'enfer comment on fait face à des parcours de vie aussi forts pour continuer à filmer? Comment tu as fait pour tenir, en fait, psychologiquement? Et comment cette expérience a changé ton regard? Déjà, tu étais peut-être habituée à filmer ce genre de situation? Non, pas du tout. Et je crois qu'après 2 mois et demi, j'étais toujours pas habituée. Et je crois pas qu'on s'habitue. La première fois que oui, on a eu des gens à bord, et puis il y a eu un autre navire, donc on n'a pas été jusqu'en Italie pour ramener ces gens en Italie, mais en fait il y avait un autre bateau qui les a pris, et donc on a passé 1 ou 2 jours tous ensemble, et puis ils sont très vite partis sur un autre bateau qui allait les amener en Italie. Et donc c'était ma première vraiment expérience de tout ça, de les photographier, de passer 2 jours avec eux et puis de les voir partir. Donc là, ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Et quand j'ai appris qu'ils partaient, on avait 1 demi-heure pour tout préparer avant que les gens partent sur l'autre bateau. Et là, j'étais vraiment très, très émue et triste. Et donc, j'ai commencé à pleurer. Et les gens, les sauveteurs, ils sont venus me dire qu'en fait, désolé, mais ici, on n'a pas le temps de pleurer. Et en fait, le travail, c'est ça. Et en fait, ils avaient raison, parce que c'était pas... ouais. Ouais, tu ne peux pas... Oui, je vois ce que en tu fait, veux dire. ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais là pour témoigner. Donc, si c'était à moi de soit pouvoir continuer à faire ce que je faisais, ou à partir et trouver quelqu'un d'autre qui allait pouvoir le faire. Donc, ça, c'est pour dire par rapport à comment on fait pour tenir. Ben, tu es là, tu as une mission. T'as un combat, en fait. C'est pour eux, en fait, que tu témoignes. Et du coup, pour eux, pour le monde, pour toi, pour, je sais pas, pour tout. Mais oui, t'as une mission, et donc c'est ça ce que tu dois faire. Et oui, comment ça a changé mon regard. Ça aussi, je sais pas si j'ai une réponse où ça a changé. Il y a eu un truc, je crois que toujours, il y a des choses qui me viennent en tête, et que c'est un processus que... Évidemment qu'une fois que tu reviens à terre après avoir passé quelque temps en mer et avoir vu tout ça, le choc est énorme, et ça, c'est le plus grand choc, en fait, une fois que tu retournes à ta vie normale, disons. Mais après, je peux pas dire que oui. Et est-ce que tu as gardé le lien avec certains d'entre eux avec très peu. Et au début, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Après, une fois que tu vois 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 personnes, après, ça devient très compliqué. Et aussi les relations, ouais, c'est compliqué dans plusieurs niveaux. Donc, voilà. Oui, parce que vous vivez un moment très, très, très fort, mais très court, du coup, parce que tu étais 3 semaines sur le bateau, c'est ça? La première fois, c'était 3 semaines, et la deuxième fois, 6 semaines. Et après, avec les gens à bord, c'était de quelques heures ou jours qu'on vivait tous ensemble. C'est vraiment très peu, en fait. Ouais. Et toi, Vida, comment va la famille aujourd'hui? Est-ce que tu as gardé le lien avec eux? Et voilà. Oui, ils vont mieux. J'ai vraiment gardé le lien très fort avec eux. Comme eux, ils disent, on est comme une famille maintenant. Je suis comme leur sœur. Et ils vont justement venir pour le Q&A de la projection de mon film. Elles sont même, Hala et Rima sont venues avec moi en Suisse pour le premier mondial. Et donc, avec la famille, en fait, le tournage était que j'allais chez eux avec ma caméra, mon micro, et je restais là-bas 5-6 heures. On mangeait ensemble, on parlait, on regardait la télé, on se connaissait. Parfois, je filmais, parfois non.
Et donc, je passais beaucoup de temps avec eux. Par exemple, quand on mangeait, après, ils me donnaient aussi à emmener chez moi pour manger. Et donc, ils sont vraiment très généreux, très gentils, très chaleureux. Et je me sentais chez moi, à la maison, en fait. Donc, parfois, le fait de faire ce film était dans ma tête une excuse pour pouvoir retourner là-bas avec ma caméra, les dessins, les papiers, les marqueurs, pour pouvoir aussi sentir un peu dans la famille. J'habite ici. Maintenant, j'ai un bébé. J'ai construit une famille, mais ma famille iranienne sont... Tu veux dire après le film Pendant, après. Mais toutes les deux, en plus, toutes les deux, vous avez fondé... C'est marrant, ça, ce film Oui, avec une double naissance. Ouais. C'est ça. Voilà, donc... par exemple, demain, je vais aller les voir pour parler du fait que le lendemain, on doit aller ensemble. Voilà. C'est génial. C'est ça qui est beau quand même dans le documentaire, c'est qu'on rencontre des personnages et on crée en fait avec eux quelque chose de réel qui se prolonge dans la vie. Enfin, c'est encore plus fort que dans la fiction. Parce que tu as intégré cette femme. Tous les deux, vous intégrez quand même des vies. Et du coup, Ara, toi, tu as rencontré le père de ton enfant sur le bateau. Et tu écris ce film comme une lettre pour l'enfant que tu comprends que tu vas porter. Et c'est quoi ? C'est aussi un élan de vie envers lui. C'est ce film comme un peu un témoignage, comme une ode, une pulsion de vie aussi. J'ai l'impression ce film aussi en témoignant de ça pour ton enfant. Parce que tu vois en fait ces femmes et ces hommes qui peut-être à quelques heures, quelques minutes près ne seraient plus en vie. Et ton enfant qui va naître, c'est aussi, j'imagine, une pulsion de vie, ce film. Oui, en fait, le fait d'impliquer tellement ma vie personnelle et écrire ce film comme une lettre à mon fils, c'était une excuse pour... j'essayais de trouver une forme pour parler de tout ça. Comme je vous ai dit avant, le fait de juste avoir la musique et parler de la vie sur ce bateau, sans parler de moi, c'était pas suffisant. Et donc, oui. Donc, du coup, Nicolas... c'est venu d'abord comme un exercice, disons, ou comme une manière d'aborder ce sujet. Et puis, de plus en plus, j'essayais de trouver une balance entre, comme tu dis, la vie et la mort. Et c'est pas que mon enfant et les gens sur le bateau, mais cette vie et mort, c'était quelque chose qu'il y avait sur le bateau constamment. Et c'est pour ça que la musique c'était tellement important, parce que ça incarnait un peu ça. La vie en fait. Et voilà, ouais. Et ben merci à toutes les deux. Merci Ara et Vida d'avoir apporté ce soir votre témoignage aussi de l'exil. Merci au festival Millennium, Zlatina, Lubo et Géopolis, Elisa, Ulrich qui produisent l'émission, ainsi qu'au café L'Ascenseur qui nous accueille si chaleureusement. Merci à Skevi, Manuel, Jimmy, Charles, Coralie et toute la belle équipe derrière cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Éclaireurs, c'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées.